toutes, bonjour à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à dédier ce petit travail à Marie-Dominique Leclerc et Alain Robert, qui ont su les premiers, avec beaucoup d'amitié et de patience, me faire partager leur passion sur l'imagerie populaire et la littérature de colportage, deux sujets dont ils sont vraiment d'éminents spécialistes. Donc j'espère qu'ils regarderont avec beaucoup d'indulgence cette modeste étude. L'histoire nous enseigne que l'imprimerie fut inventée vers 1450 par Gutenberg. D'ailleurs, l'exposition que vous avez peut-être visitée dans le hall reprend cette même affirmation. Mais il y a une subtilité qu'il convient de soulever. Gutenberg n'a pas inventé l'imprimerie, mais l'imprimerie à caractère mobile, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Car bien avant lui, on savait déjà imprimer, mais on imprimait un ensemble entier, une page, un dessin, et on ne pouvait pas associer des éléments pour composer une matrice. On parlera donc de xylographie, et la plus ancienne trace de dessin imprimé que l'on connaisse en Occident est le bois prota, une matrice en bois datée de la fin du XIVe, début XVe siècle, actuellement conservée à la Bibliothèque nationale de France. Donc vous avez le bois, alors c'est un peu sombre comme image, vous avez le bois à gauche et la version imprimée, ce que ça donne à droite. Donc ça, on est avant Gutenberg, bien sûr. À côté des livres qui vont être imprimés dès le milieu du XVe siècle, vont rapidement paraître des images religieuses de dévotion destinées à des acheteurs dotés de certains moyens, mais aussi, au fil des décennies, à des familles beaucoup moins aisées, devenant ainsi de l'imagerie populaire au sens littéral du terme. Ces images, jusqu'à la moitié du XIXe siècle, sont imprimées à partir de bois gravés, tirés sur des papiers de qualité médiocre et coloriés ou non au pochoir. Se développera ensuite, à partir de 1850, la technique dont le nom reste associé dans la mémoire collective à l'imagerie d'Épinal, à savoir la lithographie, technique où le bois gravé est remplacé par une pierre sur laquelle le dessin est tracé avant d'être transposé sur la feuille. Dans le sujet qui nous réunit aujourd'hui, et comme nous le verrons, il ne sera question que de la seule xylographie, les presses lithographiques n'arrivant que plus tardivement à Dinan. Alors, techniquement parlant, il est question de taille d'épargne, c'est-à-dire que les tracés que vous voyez sur l'impression sont des zones de bois épargnées par le ciseau du graveur, et sur lesquelles viendra donc se déposer l'encre, avant que cette encre soit transférée sur la feuille. A l'inverse, les blancs de l'image sont des zones de bois évidées par l'artiste et sur lesquelles l'encre ne pourra pas se déposer. Le bois utilisé est généralement issu d'un arbre fruitier, donc on trouve souvent du poirier, du cerisier, du noyer, etc. Et il est utilisé le plus souvent dans le sens longitudinal des fibres. On parle alors de bois de fil. Dans le cas des images que nous allons vous présenter, le format moyen des feuilles est de 40 cm de haut par 30 cm de large. Le papier sur lequel sont imprimées ces images populaires va être d'une qualité décroissante au fil du temps. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, il atteindra un niveau très bas, et cela n'est pas illogique étant donné que l'imagerie populaire demeure un objet de consommation, si tant est que ce qualificatif puisse avoir un sens à propos d'objets du XIXe siècle et sans risquer un anachronisme. Cela explique en grande partie la rareté de ces images. Beaucoup ont été imprimés à 4, 5, voire 10 000 exemplaires, et parfois, seuls un ou deux nous sont connus aujourd'hui et sont conservés dans des collections. Au XIXe siècle, comme vous le verrez, la composition classique des images se résume en un titre, une grande image centrale, encadrée de chansons ou de cantiques, avec en dessous, au bas de la feuille, un texte. Vendue à la feuille, l'imagerie populaire, par son coût modique, a su très tôt pénétrer dans les foyers où les livres n'avaient pas forcément accès. C'est une véritable pratique culturelle, y compris à destination des populations les plus modestes. Grâce aux colporteurs, qui se fournissaient chez les imprimeurs avant de parcourir les campagnes et les villes, l'image, mais aussi l'écrit, donc, entrait ainsi dans les terres, dans les chaumières. Sur un plan social et culturel, donc là on voit c'est un peu sombre, je ne sais pas si on le voit bien, mais vous avez dans cet intérieur breton, justement, vous avez des images qui sont accrochées le long des meubles. Sur un plan social et culturel, on pourrait rapprocher, tant les similitudes sont nombreuses, l'imagerie populaire de la pratique des chansons sur feuilles volantes, très en vogue en Bretagne à la même époque. Les sujets, nous l'avons dit, étaient au départ essentiellement religieux, mais petit à petit sont venus se greffer d'autres thèmes, tels que les feuilles d'actualité,
des scènes, des portraits, des sujets militaires, des calendriers, etc. Mais la Bretagne dans tout ça, me direz-vous? Les thèmes en lien avec la Bretagne sont très présents dans l'imagerie populaire et on en trouve de nombreux exemples durant tout le XIXe siècle, notamment dans la production d'Épinal. Il existe, par exemple, de nombreuses images représentant Saint-Yves, mais nous pourrions également mentionner les images intitulées Notre-Dame de Rumangol, patronne de Bretagne, Saint Cornélie, pape, patron de l'église de Carnac, la procession de Sainte-Anne-d'Auray, le calvaire de Sainte-Anne-d'Auray ou encore plusieurs Sainte-Anne-d'Auray, patronne de Bretagne. La liste serait longue. Les collections des archives départementales des Côtes-d'Armor conservent d'ailleurs deux productions spinaliennes qui ont un lien direct avec notre département. Notre-Dame de Bon Secours à Guingamp, dont on voit l'image à l'écran, l'image qui est conservée ici dans nos collections. Et il en existe quelques variantes, également produites à Épinal, qui abordent le même sujet. Donc ça, c'est une première variante qui reprend en réalité le même bois, mais la composition du texte est différente. Si on passe sur l'image d'avant, le texte n'est pas tout à fait le même en bas. Et une autre variante, une autre gravure de Notre-Dame du Bon Secours de Guingamp, également produite à Épinal. Il en sera de même pour Notre-Dame d'Espérance à Saint-Brieuc. Donc ça, c'est l'exemplaire que les archives départementales conservent dans leur collection. Et on en trouve une autre version, également produite à Épinal, vers 1875. Donc on le voit, à chaque fois, il y a des réemplois, des variantes, les images évoluent. Nous venons de l'entrevoir, la Bretagne est bien représentée durant le dernier quart du XIXe siècle au sein de l'imagerie populaire en général et des images d'Épinal en particulier. Mais Épinal n'est pas la seule localité à produire ce type d'image populaire, même si elle est devenue, au fil des années, la principale. De nombreuses villes de province ont également eu des ateliers d'imagiers et les impressions produites à Orléans, Rouen, Metz, Montbéliard ou Chartres, pour ne citer que celles-ci, sont aujourd'hui recherchées. La Bretagne n'est pas en reste et l'on connaît quelques imprimeurs qui se sont essayés, avec des fortunes diverses, à cette entreprise. Ainsi, des images populaires imprimées à Rennes, Nantes, Brest, Quimper, Vannes ou Lorient sont connues et répertoriées. Mais a-t-il existé une production d'images populaires dans les Côtes du Nord? Alors, resserrons donc l'écartement du compas et intéressons-nous à la production coste-armoricaine. Et là, nous allons gagner du temps, puisqu'à l'exception de l'imprimerie de Bazouges à Dinan, qui est le sujet de notre intervention, aucun autre imprimeur ne semble avoir produit de documents pouvant être qualifiés d'imagerie populaire. Avec un petit bémol toutefois, puisqu'une enquête de 1700 sur l'imprimerie et les librairies, citée par deux spécialistes de l'imagerie populaire, Duchartre et Saulnier, tendrait à penser que la famille Aubin, imprimeur à Dinan entre 1690 et 1712, aurait fabriqué des images populaires, mais nous n'en conservons aucune trace. Par contre, leur successeur, Huard, qui fut longtemps le seul imprimeur de Dinan, semble lui aussi avoir produit des placards assimilables à l'imagerie populaire. C'est tout du moins ce que laisse entrevoir ce document conservé ici aussi, aux archives départementales, le portrait d'un honnête homme, daté de 1751. Alors, il n'y a pas d'illustration, donc on n'est pas tout à fait dans l'imagerie, mais pourtant, ce type de document est considéré comme de l'imagerie populaire. Certains auteurs avaient cité des indulgences plénières, sorties des presses de Huard également, comme relevant de cette typographie, mais nous avons quelques réserves sur ce point. Quoi qu'il en soit, nous ne disposons pas actuellement de suffisamment d'informations pour nous étendre davantage sur le cas de l'imprimeur Huard, et nous allons donc pouvoir vous parler plus longuement de Bazouges. Né le 5 décembre 1818 à Bricherel, future cité du livre, doit-on y voir un signe du destin, Jean-Louis-René-Marie Bazouges grandit à Saint-Malo, où il travaillera comme prote à l'imprimerie de la veuve Massé. C'est d'ailleurs dans la cité corsaire que Bazouges épouse, en 1842, Victorine Runeuve, dit Villeneuve, de 5 ans sa cadette et accessoirement sa cousine germaine. Précisons, car cela a son intérêt, qu'en mars 1843, lors de la naissance à Saint-Malo de Francis, leur premier enfant, Madame Bazouges tenait un magasin de papeterie et d'imagerie. À cette même époque, Bazouges décide de se lancer dans une grande aventure, quitter la côte pour venir s'installer comme libraire et imprimeur à Dinan. Mais la profession est alors réglementée et il est absolument nécessaire d'obtenir préalablement du ministère de l'Intérieur un brevet d'imprimeur et un brevet de libraire pour pouvoir exercer ces professions. Celui qui signera désormais Jean Bazouges va donc, dès le début de l'année 1843,
faire parvenir au sous-préfet de Dinan sa demande de brevet d'imprimeur. Après quelques échanges épistolaires, il s'avère que le maire de Dinan refuse de donner un avis sur le sujet, prétextant ses relations d'amitié avec M. Huard, imprimeur dans la même ville. L'imprimerie Huard est en effet installée de longue date à Dinan et bénéficie jusqu'alors du monopole de l'impression dans l'arrondissement. Par ailleurs, le maire de Dinan refuse de procurer à Bazouges un certificat de moralité, puisque Bazouges habite Saint-Malo et est donc inconnu du maire de Dinan. Pour ces mêmes raisons, le sous-préfet de Dinan refusera de lui donner, lui aussi, un avis au préfet, qui le presse de l'éclairer. Le sous-préfet de Dinan fait même part de ses doutes quant à la nécessité et l'intérêt d'avoir une seconde imprimerie dans l'arrondissement, avançant que Huard suffit largement aux besoins de Dinan et de l'arrondissement. Ce sera donc le maire de Saint-Malo qui attestera des qualités de Bazouges. Il est père de famille, il a une conduite parfaite et beaucoup d'aptitudes. Après 18 mois de fastidieuses démarches, après plusieurs relances de Bazouges, qui fera même intervenir auprès du ministre le lieutenant-général baron de Berthois, député de Saint-Malo, et grâce finalement à un avis favorable du conseil municipal de Dinan pour l'ouverture d'un second établissement typographique, avis favorable malgré l'opposition de quelques membres du conseil, le brevet d'imprimeur lui sera finalement délivré en juin 1844. Le brevet de libraire suivra dès le mois de juillet. Désormais légitimement installé avec sa famille rue de l'Horloge, à Dinan, Jean Bazouges va pouvoir commencer son activité. Sa famille va s'agrandir également, puisqu'à Francis succéderont 7 autres enfants. Nous ne retiendrons ici, dans le cadre de cette présentation, que Paul, né en 1845. Mais nous reviendrons sur Francis et Paul un peu plus tard. Bazouges va donc se mettre à effectuer les travaux classiques qui incombent à un imprimeur en ce milieu XIXe siècle. Ces prestations sont réunies dans ces publicités qu'il insère à la fin d'un volume consacré à la ville de Dinan, volume écrit et publié par Bazouges en 1857. Donc on voit un peu tous les différents dépôts qu'il peut faire. Vous avez des articles pour le dessin, vous avez des fournitures de bureau, des cartes à jouer qu'il imprime, du papier à lettres, tout ce qui peut être des facturations, de la littérature, etc. On voit que l'imagerie populaire n'y figure pas, alors qu'on sait qu'à l'époque, en 1857, Bazouges produit pourtant déjà de l'imagerie populaire. Parallèlement à son activité directement liée à l'imprimerie, Jean Bazouges va assouvir un désir de notoriété en fondant et dirigeant plusieurs journaux. Il dirige donc et imprime Le Messager breton de 1845 à 1848, L'Indicateur en 1848, puis La Vérité de 49 à 50, avant de faire sortir de ses presses, le 28 juillet 1850, le numéro inaugural de l'Union malouine et dinanaise, dont il restera, jusqu'à son décès, le fondateur et directeur. Alors, doit-on voir dans ce titre, l'Union malouine et dinanaise, un reflet de ses propres origines, de ses propres attaches ? Enfin, en 1871, il créera la Gazette de Bretagne, qui deviendra 10 ans plus tard, en 81, Le Salut. Le rédacteur du Salut ne sera autre que François Bazin, le gendre de Jean Bazouges. La famille Bazouges ouvrira une succursale à Saint-Malo, renouant ainsi avec ses origines, et on trouve, dès 1887, des publications portant l'adresse d'éditeur suivante. Succursale de Saint-Malo, J. Bazouges, rue de Toulouse. Puisqu'il est toujours domicilié à Dinan, c'est d'ailleurs sûrement pour régler des affaires liées à son journal, Le Salut, que Jean Bazouges se trouvait dans la cité malouine lorsqu'il y décède en mars 1891, près de la veuve Massé, libraire. Même si, ainsi que nous allons le voir, les images produites postérieurement au décès du fondateur de l'imprimerie sont désormais signées veuve Bazouges, c'est en réalité Francis, le fils aîné, qui a repris les rênes de l'imprimerie. Paul, son frère cadet, a finalement choisi de poursuivre une carrière d'avocat après avoir un temps fondé et dirigé une imprimerie et un journal à Rennes. Le décès brutal de Francis Bazouges, à 56 ans, le 30 décembre 1899, mettra fin à la dynastie. Louise Bazouges, sa fille et héritière de l'imprimerie, cédera le fonds en 1900 à M. René Pierre. Alors je renverrai les auditeurs intéressés par l'activité de cette imprimerie entre 1900 et 2005, date de sa fermeture définitive, vers un article publié par M. Charles Monteco en 2005 dans la revue de Le Pays de Dinan. Ce qui va nous occuper aujourd'hui, ça va être la partie de l'activité de Bazouges liée au colportage.
Les formalités administratives, les déclarations d'impression, les déclarations de dépôt et surtout le système d'estampillage obligatoire, donc un estampillage dont l'autorisation est délivrée par le préfet, nous offrent une vision de la production de Bazouges entre 1844 et 1900. Alors, une vision plus ou moins détaillée selon les périodes et selon l'état de conservation des archives. Parallèlement aux travaux de Ville et à une production tant littéraire que journalistique, Bazouges publie tous les ans le traditionnel Bon Almanach chantant et journalier de la Bretagne, plaquette de 24 pages contenant, en fin de volume, quelques chansons nouvelles. Son aspect changera si peu que le successeur de Bazouges, René Pierre, conservera le même bois gravé durant des années. Là, par exemple, vous avez 80 ans qui séparent donc l'almanach de 1856 et celui de 1936, et c'est bien le même bois, le même outil qui a servi à l'impression des deux. Et l'aspect, on le voit, dans ces 80 ans, a très peu changé. Le second imprimeur de Dinan, Huard, qu'on a déjà nommé, puis son successeur Peigné, publient eux aussi leur almanach, lequel est assez proche, au niveau de l'aspect, de celui de Bazouges. Précisons, afin de vous donner une idée de l'importance de ces almanachs, que le seul Bazouges en imprimait 40 000 exemplaires par an, minimum, durant les années 1860-1870. Il s'agit donc là d'une part non négligeable de son activité. Pour autant, cet almanach, diffusé par l'intermédiaire des colporteurs, ne résume pas à lui seul la production de Bazouges ainsi vendus. Donc là, vous avez un almanach avec l'estampille de colportage, qui justifie justement qu'il est autorisé à être vendu par voie de colportage. Parmi les autorisations d'estampillage et de vente par voie de colportage qu'obtient Bazouges, on trouve en effet beaucoup de recueils de chansons. Alors le chansonnier véridique, la chanson des fleurs, la fille à marier, le mal marié, chanson de noces, etc. Ces recueils de chansons sont rejoints dans la hotte des colporteurs qui se fournissent chez Bazouges par des relations de faits divers, les inondations tirées en 1856 à 4000 exemplaires, mais aussi des faits de guerre, la prise de Sébastopol en 1955, produit à 2000 exemplaires, ou encore, département maritime oblige, des relations de naufrage, telles que le naufrage du Trois-Mâts le Saint-Paul en 1873, ou encore les deux petites plaquettes que vous avez ici. La relation de crimes sensationnels occupe également une place importante dans ce type de production. Ces crimes horribles sont généralement réunis aux autres faits divers que nous venons de voir sous l'appellation générique de canards. Et des canards sanglants, Bazouges en a produit un certain nombre, comme par exemple, en 1846, le jugement de Marie Mahé et sa complainte. Donc c'est une petite feuille, c'est un peu plus petit qu'un A4, recto verso. Vous avez donc sur le recto le jugement avec les faits, ce qui s'est passé, le procès, et derrière une complainte, vraisemblablement rédigée par Bazouges lui-même, sur le même thème. Figure également parmi la catégorie des impressions populaires un certain nombre de feuillets à vocation religieuse. Ainsi, l'apparition mariale à Saint-Briac, qui donne lieu à un feuillet volant illustré d'un bois gravé, dont les archives conservent deux versions différentes, avec au dos un texte sur la comète de 1858. Ainsi également, la prière à Notre-Dame de Miséricorde et la notice sur Notre-Dame de Bon Secours. Ces deux derniers documents, vous l'avez deviné, doivent leur bois à un même graveur. Et les caractéristiques graphiques communes aux deux sont assez évidentes et facilement identifiables. Alors ces documents ne sont pas datés, mais la chanson qui rend hommage à Sœur Rosalie et dans laquelle est évoqué son décès nous permet cependant de dater ces deux productions populaires dans les mois qui ont suivi février 1856. Venons-en maintenant aux images populaires à proprement parler, que l'imprimerie Bazouges a pu produire durant son demi-siècle d'exercice à Dinan. L'activité des Bazouges, en tant qu'imagier, n'est abordée que très anecdotiquement dans la littérature consacrée au sujet. Les ouvrages traitant de la production nationale ne font, dans le meilleur des cas, que mentionner leur nom, et ceux qui, quant à eux, préfèrent une approche régionale du sujet, ne leur consacrent que quelques lignes. Ces ouvrages sont principalement au nombre de 6. À tout seigneur, tout honneur, le texte fondateur sur le sujet est celui de Paul Sébillot, qui fait paraître en 1888 dans la Jeune Revue des traditions populaires. Il est l'un des premiers à s'intéresser à l'imagerie populaire bretonne. Viennent ensuite les catalogues des expositions qui se sont tenues en 1958 et 1988 à Dinan, où figurent beaucoup d'approximations d'ailleurs, ainsi que de l'exposition de 1992 à Quimper, ce dernier catalogue étant à ce jour la référence sur l'imagerie populaire bretonne.
S'ajoute à ces catalogues, en 1998, l'Imagerie populaire française, ouvrage en 2 volumes de Nicole Garnier qui se veut le plus exhaustif possible et qui recense les images éditées dans les différentes villes de France. Enfin, la dernière en date, l'étude de Christophe Baudussel, intitulée « Imagerie populaire bretonne au XVIIIe et XIXe siècle », publiée aux presses universitaires de Rennes en 2009. En 1998, Nicole Garnier n'avait mentionné que 3 bois imprimés par Bazouge. Baudussel, quant à lui, recense 10 bois produits par Bazouge, à Dinan. Tout comme le catalogue du musée de Quimper, qui en trouvait également 10, disséminés dans les collections des archives départementales d'Ille-et-Vilaine, celles des Côtes-d'Armor, les collections du MUSEM à Marseille, anciennement les Arts et Traditions Populaires, du musée de Bretagne et du musée de Dinan. Or, ce ne sont pas moins de 20 images populaires sorties des presses de Bazouge que nous avons recensées durant nos recherches. Voyons donc à présent quelles sont ces 20 images populaires. Leur datation précise n'est pas aisée car les déclarations d'imprimés et de dépôt ne semblent pas toujours avoir été réalisées pour ce type de travaux. Par ailleurs, les archives sont partiellement lacunaires pour ces documents. Heureusement, nous sommes parfois aidés par le texte lui-même lorsque l'impression a été réalisée pour un événement précis. Ainsi, cette première affiche intitulée « Histoire de Notre-Dame-du-Chêne ». Alors, de cette affiche, nous n'avons trouvé que 2 exemplaires, dont l'un, celui des archives départementales des Côtes-d'Armor, vous le voyez, est incomplet de sa partie gauche, ce qui est plutôt gênant. Le second exemplaire, présenté ici, est lui complet, et il est conservé au musée de Bretagne à Rennes. Ce document a principalement trait au pèlerinage qui se tient à la basilique de Notre-Dame-du-Chêne dans la Sarthe. Mais au-delà de cette thématique religieuse, on découvre que le bas de la feuille, toute cette partie-là, est consacrée à une chanson rimée de 18 couplets intitulée « Histoire des crimes commis par les rois qui régnèrent en France depuis l'an 420 jusqu'en 1848 ». L'auteur de la chanson, un dénommé Dubois, l'a même signée, ici, et datée de Dinan, le 19 mai 1848. D'ailleurs, pour être tout à fait exact, il y a 2 versions distinctes de ce document, puisque celle des archives départementales, que vous avez vue précédemment, qui est incomplète, est datée, elle, du 14 avril, soit un mois plus tôt. Pour autant que j'ai pu comparer la moitié restante avec cette seconde image, le reste du texte est complètement identique. Il n'y a vraiment que la date qui change. Alors, nul doute que l'impression de ce document soit strictement contemporaine aux événements de 1848. La journée du 24 février est d'ailleurs mentionnée dans le dernier couplet. Et l'on conçoit assez mal que cette feuille ait pu continuer à être vendue après le coup d'État du 2 décembre 1951, par exemple. D'ailleurs, si l'on regarde attentivement l'image principale, on relève sur la droite, en fin de procession, on va le voir tout à l'heure un peu mieux, par ici, on relève en fin de procession des gardes nationaux avec l'étendard tricolore portant la devise « Vive la République ». Mais revenons à cette image, et plus précisément à cette illustration centrale. Le bois gravé est ici signé Morin, et ce point mérite que l'on s'y arrête quelques instants. Charles Morin est un graveur qui a travaillé entre 1836 et 1860 chez Pellerin, à Épinal. Pellerin était la plus grosse entreprise d'imagerie populaire à Épinal à l'époque. Ses travaux sont réputés, et il est l'un des graveurs les plus productifs de sa génération. D'où le fait qu'il ait sans doute vendu des bois en marge de ceux qu'il réservait à son employeur. Ce même bois, donc le bois principal qui est ici, a été réemployé 9 ans plus tard par Bazouge lors de l'impression d'une autre affiche populaire. Couronnement de Notre-Dame du Bon Secours le 8 septembre 1857. Sur une feuille de dimension totale de 48 par 33 cm, on découvre un bois de 30 par 20 qui occupe donc près de la moitié de la feuille et qui représente la même procession mariale que vue précédemment. Sous cette illustration figure le programme des cérémonies mentionné dans le titre, le tout se déroulant, vous l'avez bien compris, à Guingamp. Mais alors, me direz-vous, nous sommes en 1857. L'Empire est puissant, le Second Empire est puissant, et il serait absolument inconcevable qu'une illustration portant l'inscription « Vive la République » soit autorisée. Ça ne passerait jamais. Eh bien, Bazouge a trouvé la parade pour ne pas perdre le bénéfice de son bois gravé, qu'il a quand même acheté, et pour pouvoir en prolonger l'usage. Il a fait ôter l'inscription figurant sur le drapeau, tout simplement. Vous avez ici l'édition en 48, et le bois a été recreusé pour qu'il n'y ait plus rien, pour pouvoir le réutiliser. Vous noterez qu'il manque également
par Morin. Là, on se retrouve avec Morin, tout simplement. Après avoir été un fidèle partisan de la Révolution de 1848, Jean Bazouge va soutenir Louis-Napoléon Bonaparte dès le début de 1851, et il s'en expliquait au lecteur de son journal en ces termes. Je le cite. « Ceux qui connaissent nos sentiments savent que si nous avons exprimé quelquefois notre pensée avec trop de vivacité, nous avons toujours cédé plutôt à un entraînement du cœur qu'à un calcul politique. » Ajoutant l'année suivante, « Sans flatterie, sans bassesse, nous appuierons l'élu de 8 millions de Français. En cela, nous ne ferons que continuer une tâche commencée par nous depuis 1848. Nous voyons en Louis-Napoléon Bonaparte l'homme énergique, digne de la confiance de la France, le seul qui ait su prendre d'une main ferme le gouvernail de l'État au moment où s'avançait la sombre tempête de 1852, etc. De manière moins politique, on constate que le bois a également été retaillé en bas, à gauche et à droite, sans doute pour les questions d'usure cette fois-ci. Donc on voit effectivement, vous voyez que là, on s'arrête au ras du chapeau alors que le chapeau est entier. Il manque le dernier personnage sur la droite et la gauche a également été un peu recoupée. Alors, en plus des particularités évoquées, ce couronnement de Notre-Dame de Bon Secours est également intéressant du fait de sa rareté, puisque le seul exemplaire que nous ayons pu localiser, et qui était inconnu jusqu'à présent à tous les bibliographes, se trouve dans le Massachusetts, et aucune collection publique ou privée en France n'en conserve. Il n'y aurait pas de bois, cette gravure-là, a priori, n'est pas conservée en France. Enfin, il n'y a pas d'exemplaire en France, pardon. Bazouge réalisera au moins 3 autres images ayant pour thème le culte marial. Commençons par l'image intitulée Notre-Dame de la Paix, dont les archives départementales des Côtes-d'Armor conservent 2 versions distinctes, quoique proches, comme nous allons le découvrir. Le bois qui y figure est signé C. Pierret. Donc, la signature se trouve ici. On va la voir en plus gros dans un instant. L'apparition du nom de Charles Pierret nous oblige à ouvrir ici une parenthèse. Charles Pierret, père, naît à Épinal en 1785 et il travaille comme graveur dans les imageries locales. Au début du XIXe siècle, il fait son tour de France comme compagnon, passe par Dinan, où il se marie et où son fils, et futur successeur, également prénommé Charles, naît en 1819. En 1826, il va finalement se fixer à Rennes, où sa femme et lui vivent de la réalisation et de la vente des images, rapidement aidé par son fils, qui lui aussi gravera un certain nombre de bois. Il épouse, son fils épouse la femme à Rennes, la femme que nous retrouverons plus tard sous le nom de Veuve Pierret, et qui continuera cette activité jusqu'à son propre décès en 1877. Le fonds est alors vendu et c'est Bazouge, et c'est là que ça nous intéresse, c'est Bazouge qui, lors de la vente aux enchères, a acquis la totalité des bois d'impression de l'imprimerie Pierret. Bazouge signera donc désormais, après 1977, ces images populaires de la formule suivante: imagerie bretonne, fabrique à Dinan, rue de l'Horloge, anciennement Veuve Pierret à Rennes, J. Bazouge, imprimeur. Vous voyez d'ailleurs ici une publicité qui a été placée au dos de l'almanach, au moins pour l'année 1890, mais on n'a pas la collection complète, donc je n'ai pas pu vérifier avant, et qui évoque, donc tout en bas, la fabrique d'images bretonnes, ce qu'il appelle fabrique d'images bretonnes. Donc vous avez le texte, devenu acquéreur de la collection des planches de l'ancienne maison Pierret de Rennes, M. Bazouge informe qu'il peut fournir à bon marché des sujets religieux spéciaux à la Bretagne et diverses autres images populaires. Alors, nous ferons donc souvent référence dans notre communication à cette date clé, à cette date pivot de 1877, et donc à la succession de la Veuve Pierret. Alors, revenons à notre image. La première version est facilement datable, car le texte figurant au bas de la feuille, l'oraison à la Sainte Vierge, évoque la paix que, je cite, « notre sage et magnanime empereur Napoléon III vient de conclure si noblement avec la Russie ». Or, le traité de Paris, qui vit la fin de la guerre de Crimée opposant la France et la Russie depuis 3 ans, fut signé le 30 mars 1856. Nul doute donc, même si la déclaration d'imprimé et le dépôt ne semblent pas avoir été conservés, que la fiche date de 56 ou 57. Nous sommes donc bien avant cette année repère de 1877, où Bazouge a acheté les bois de la succession Pierret. Cela signifierait donc que Bazouge a acheté des bois à Pierret de son vivant, autrement dit qu'il lui commandait des bois. Et à bien y regarder, cela est loin d'être improbable.
Nous en aurons même la preuve formelle grâce au guide du voyageur de la ville de Dinan et de ses environs que Bazouge rédige et édite en 1857 et qui présente en frontispice une vue de Dinan signée de Pierret, a priori Pierret fils, le père étant décédé en 1836. Alors ne perdons pas de vue que Bazouge, que Pierret, lors de son tour de France, avait séjourné à Dinan et que son fils y est né. La seconde version de Notre-Dame de la Paix, qui est présentée sous le même titre, reprend le même bois, mais est cette fois-ci signée Pierret. Le C a disparu, mais c'est bien le même bois. Donc je ne connais pas la raison, puisque les deux Pierret se prénommaient tous les deux Charles, donc je ne peux pas expliquer la disparition du C. Étant donné les techniques de gravure des bois, ici c'est de la taille d'épargne, nous l'avons dit, il est impossible d'ajouter un détail ou une lettre, mais il est toutefois assez aisé d'en noter un. Cette version avec le C retranché est donc forcément postérieure à l'impression avec le C présent. Cette seconde version est imprimée sur une feuille de plus grand format et la part prise par l'illustration est donc moins importante, laissant la place pour davantage de texte. Le texte situé sous l'image évoque cette fois-ci l'apparition de la Sainte Vierge en Mayenne, à Saint-Hélier, le 17 du mois dernier. Or, cet événement, qui est désormais convenu de nommer l'apparition de Pontmain, a eu lieu en janvier 1871. L'affiche a donc été réalisée, selon toute vraisemblance, en février 1871. Notons que les couplets encadrant l'illustration mariale ne sont plus les mêmes d'une version à l'autre. Nous sommes donc encore une fois bien avant l'achat par Bazouge des bois de la succession Pierret. Il semblerait que les archives départementales des Côtes-d'Armor soient la seule institution à conserver des exemplaires de cette illustration, que ce soit dans l'une ou dans l'autre des versions. La troisième image liée au culte marial que nous avons évoquée est Notre-Dame de Délivrance, protectrice des marins. Au centre figure un grand bois gravé, non signé, représentant une Vierge à l'enfant qui n'est pas sans rappeler celle de Notre-Dame de la Paix. Donc une Vierge couronnée et auréolée d'étoiles, les pieds de la Vierge reposant sur un croissant de lune, etc. Autour de la Vierge et de Jésus, les flots déchaînés, des matelots en plein désespoir, des bâtiments en perdition et une femme de marin en prière. Ce bois est encadré par un cantique à Notre-Dame de Délivrance, suivi d'une prière, à gauche, et par un second cantique dédié à Notre-Dame de l'Espérance, cette fois-ci, à droite. Au bas du document se trouve placée une chanson, dont le titre est « Le vœu des matelots bretons ». L'indication au bas de la feuille « Imagerie bretonne, fabrique à Dinan, rue de l'Horloge, anciennement Veuve Pierret, à Rennes » nous apprend donc que cette image a été réalisée après 1877, et la suite, J. Bazouge, imprimeur, nous indique que c'est du vivant de Jean Bazouge qu'elle fut produite et par conséquent, elle ne peut être postérieure à 1891, année du décès de Jean Bazouge. Cette période, 1877-1891, nous est d'ailleurs confirmée par la déclaration d'impression conservée aux archives, grâce à laquelle nous savons très précisément que cette image a été imprimée en mai 1878 et que le tirage, donc sur un autre document, c'est l'avant-dernière ligne qui est ici. Donc vous avez le nom, la date, en mai 78, le titre, l'imprimeur qui est là, le lieu d'impression, le format, un in-folio, et le tirage. Donc il y a eu 5000 exemplaires d'imprimés de cette image. Le fait de savoir qu'il ne subsiste à ce jour en collection publique, que 2 exemplaires de ce document, le premier aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine et le second au musée de Bretagne, donne une idée de leur caractère éphémère. Il reste 2 exemplaires aujourd'hui sur les 5000 imprimés. De plus, l'extrait du document que nous avons vu nous permet de constater que bien peu d'impressions d'images populaires étaient déclarées. La première ligne est de 71, la dernière de 78. Il serait quand même surprenant qu'il n'y ait eu que 4 images en 7 ans. La protection des marins est également en partie le thème de l'image intitulée Notre-Dame des Fleurs, protectrice des voyageurs de terre et de mer. Bazouge aurait fait un tirage sous ce titre à partir d'un bois racheté en 1870 à Pierret et qui aurait servi précédemment à Pierret en 1873 pour l'impression de Notre-Dame des Fleurs, protectrice des laboureurs cette fois-ci. On note le changement de profession, de groupe de personnes protégées. On passe des laboureurs chez l'imprimeur rennais aux voyageurs de terre et de mer à Dinan. Alors, j'ai pas pu trouver
c'est une reproduction qui provient d'un livre. Je n'ai pas pu trouver de collection, de documents dans la collection publique pour cette image. Donc, au sein d'un encadrement floral qui nous pouvait être plus approprié, est représentée une Vierge à l'enfant, couronnée et auréolée, tenant en sa main droite un bouquet de fleurs. Ses pieds reposent sur la terre. Un cantique se trouve réparti à gauche et à droite de l'illustration, ainsi qu'une prière à Notre-Dame des Fleurs, qui est visible dans la partie inférieure de la feuille. Cette image n'est pas sans lien avec la Bretagne, puisque la chapelle Notre-Dame des Fleurs se trouve à Plouarnel. Et en effet, on y trouve un certain nombre d'ex-voto marins. L'image suivante, même si elle trouve ses origines localement, reste toutefois liée au culte marial, puisqu'il s'agit de la bienheureuse Sainte Anne, patronne de la Bretagne. Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie. Son format de 46 cm et demi par 32 est relativement classique, tout comme l'est sa disposition. Un grand bois central, un cantique nouveau réparti de part et d'autre de l'illustration et une prière au bas de la feuille. Pour les raisons énoncées précédemment, la présence de la mention J. Bazouge, imprimeur, associée à celle anciennement Veuve Pierret à Rennes, nous permet d'affirmer que cette image a été produite à Dinan entre 1877 et 1891. Notons que chacune des moitiés du cantique est surmontée d'un petit bois gravé. Or, celui qui se trouve en haut et à droite a déjà été utilisé par Bazouge pour de petites impressions populaires sur feuilles volantes, et ceci à au moins 2 reprises avant 1860. Donc ça, c'est le bois qui se trouvait sur l'image de Sainte Anne qu'on vient de voir, et on le retrouve sur une feuille qui s'appelle Les Missionnaires Martyrs, qui a été produite entre 55 et 60, et sur l'autre qu'on avait entrevue tout à l'heure, sur l'apparition de Saint-Briac, qui est de 58. Donc c'est bien le même bois qui a été réemployé les 3 fois. On peut donc en déduire que Bazouge panachait, quand le besoin s'en faisait sentir, un bois principal qui provenait du Fonds Pierret, avec des bois qui provenaient de ses collections propres et antérieures. La thématique religieuse qu'exploite Bazouge ne se limite pas à la Vierge, puisqu'il va également consacrer 2 images au Christ et 5 à des saints. Nous allons donc vous les présenter. Bazouge a imprimé une image intitulée « Instrument vénéré de la Passion », dont les archives départementales peuvent, de nouveau, s'enorgueillir de conserver le seul exemplaire connu. La moitié supérieure du document est occupée par un bois gravé non signé, reprenant le thème classique des instruments de la Passion du Christ. Sous l'illustration se trouve transcrit le descriptif de chacun des instruments, donc la lance qui a percé le cœur du Christ, les dés avec lesquels les soldats romains se sont attribués ces vêtements, etc., ainsi que la chronologie de la Passion heure par heure. Une nouvelle fois, de part et d'autre, se trouvent des cantiques nouveaux. Le texte de celui de droite, « Cantique nouveau pour la France », pourrait nous laisser penser, par certains vers, que cette image a été produite dans le contexte de la guerre franco-prussienne de 1870. Cela serait d'ailleurs cohérent avec la signature de la feuille, Dinan, J. Bazouge, imprimeur, libraire, éditeur. Aucune mention de la succession Pierret, donc on est bien avant 77, donc ça cadrerait avec cette datation autour de 70. Le Christ aux 12 apôtres, protecteur des familles chrétiennes. Donc une feuille de 46 par 36 cm qui représente, comme vous le voyez, le Christ en croix entouré de 12 médaillons figurant chacun un des apôtres. Au bas de la feuille se trouve indiqué, très succinctement, les traits principaux de ces apôtres. Encadrant le bois gravé, un cantique de 12 strophes, une par apôtre, vous l'avez compris. Au-delà de l'iconographie, la mention du document anciennement Veuve Bazouge, suivie de la signature J. Bazouge, indique sans ambiguïté, à nouveau, la filiation entre Pierret et Bazouge, et nous pouvons même dire qu'elle revendique cette filiation. Donc là aussi, un bois gravé imprimé entre 77 et 91. Saint-Yves de vérité, protecteur des honnêtes gens et de leurs familles. De ce beau Saint-Yves, nous connaissons 2 versions dinanaises. La plus ancienne des 2, imprimée seulement en noir, c'est celle-ci, est conservée aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine et est signée J. Bazouge. Là aussi, elle est datable entre 77 et 91, puisqu'il y a la mention anciennement Veuve Pierret. On y découvre un Saint-Yves en habits sacerdotaux, mais coiffé du bonnet que les avocats portaient au XIXe siècle, indiquant en cela la double fonction du saint, prêtre et avocat. Cette représentation est entourée de 2 chansons, couplets en l'honneur de Saint-Yves, à gauche, et chansons des 2 avocats, à droite. Notons que les deux chansons sont signées JB, c'est-à-dire Jean Bazouge. Il est l'auteur des paroles, et même si les précédentes ne sont pas signées,
on a quand même l'intime conviction qu'il est l'auteur de la quasi-totalité des couplets des chansons qui figurent sur ces bois gravés. Au bas du document, on peut lire le récit de la vie et de la mort de Saint-Yves, puis une prière au même Saint-Yves. La seconde version de ce document, celle du Mucem à Marseille, est en tout point identique, si ce n'est qu'elle fut mise en couleur. Venant en complément des mentions précédentes, la signature Veuve Bazouge permet cette fois d'en dater la réalisation entre 1891 et 1900. En effet, même si la veuve Bazouge décède en 1893, il semblerait que Francis Bazouge, donc qui a repris derrière, n'ait jamais apposé son nom à une quelconque image. Il a dû garder le nom veuve Bazouge les dernières années. On pourrait cependant tout aussi bien imaginer qu'avec la disparition de la veuve Bazouge, l'imprimerie se soit recentrée sur une production plus classique et n'ait plus produit d'images populaires. Après tout, n'oublions pas que c'est l'épouse Bazouge qui, dès le départ, à Saint-Malo, vendait ce type d'illustration. Ce point peut sembler insignifiant, mais il nous autorise toutefois à nous porter en faux par rapport à une affirmation figurant dans l'exposition de Dinan. Il y était en effet affirmé que Bazouge avait tiré en noir, donc sans couleur, des bois que Pierret avait précédemment mis en couleur. Or, on le voit clairement ici, Bazouge a tiré des bois en noir, puis après a produit des bois en couleur quelques années après. Donc les bois en couleur ne sont pas de Pierret et les bois en noir de Bazouge. Bazouge a fait les deux. Le bois principal est bien le même dans les deux versions, et de menus défauts sur le bois nous permettent de l'affirmer de manière formelle. On relèvera cependant, au bas des couplets et de la chanson, des petits bois, les plus petits bois, qui diffèrent d'une édition à l'autre. Alors vous l'avez certainement deviné, la préparation de cette communication ressemblait parfois pour moi un peu au jeu des 7 erreurs. Il fallait vraiment trouver les différences, trouver les erreurs, c'est assez amusant. Saint Cornélie, protecteur des bestiaux. Ce Saint Cornélie, signé de Bazouge, est connu en 2 exemplaires, et là encore, il se rencontre en 2 versions. La première, chronologiquement parlant, est celle conservée par les archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Elle est imprimée en noir et elle est signée J. Bazouge. Comme le Saint-Yves, pour les mêmes raisons, elle est datable de 1877 à 91. Je dis « est » car par chance, comme cela fut le cas pour Notre-Dame de la Délivrance, et d'ailleurs sur le même document, les archives départementales conservent la trace de la déclaration d'imprimé relative à ce document. Nous savons que cette image a été imprimée en mai 1878 à 5000 exemplaires. Bien qu'il ne soit pas signé, Nicole Garnier attribue la gravure du bois principal de ce document au Rennais Lefasse, auprès de qui Charles Pierret avait acheté des bois en 1833, peu après son installation à Rennes. On constate donc de nouveau la longévité de ces outils, puisque celui qui est présenté ici était toujours employé plus de 50 ans après sa réalisation. 12 couplets en l'honneur du saint sont visibles de part et d'autre de l'illustration, et une prière à Saint Cornélie, protecteur des troupeaux, est située au bas de la feuille. Le Saint Cornélie conservé au Mucem est, quant à lui, signé Veuve Bazouge, et il est rehaussé de couleur. Il est donc datable entre 1891 et 1900. Le bienheureux Saint Roch, consolateur et guérisseur des malades. Encore 2 exemplaires pour cette nouvelle image représentant Saint Roch, cette fois-ci, dont un est conservé aux archives départementales des Côtes-d'Armor, ici même, et l'autre à Marseille, au Mucem. L'image centrale est encadrée du cantique nouveau en l'honneur de Saint Roch, dont les 18 couplets sont répartis de la même manière que les images précédentes. Au bas du document se trouve un récit de la vie et de la mort de Saint Roch, suivi des litanies de Saint Roch. L'illustration reprend l'iconographie classique liée à Saint Roch, à savoir le saint portant la barbe, symbole du voyageur, tout comme la cape, le chapeau à large bord et le bourdon qu'on voit ici. Et le saint, donc, montre le bubon de peste sur sa cuisse. Enfin, normalement, l'iconographie veut que ce soit sur sa cuisse, mais ici, c'est le mollet qui le découvre. Là aussi, allez savoir pourquoi. En temps normal, ça devrait être la cuisse. Le chien qui caractérise Saint Roch au XVe siècle se trouve bien à ses côtés, qui caractérise Saint Roch depuis le XVe siècle, se trouve bien à ses côtés et tient bien dans sa gueule le morceau de pain dérobé pour nourrir son maître. On relève une infime différence entre les 2 versions, car l'exemplaire qui est conservé ici à Saint-Brieuc porte la signature J. Bazouge, alors que l'autre a simplement Bazouge. C'est la seule fois où on trouve cette signature sans l'initiale, mais donc tous les 2 sont bien postérieurs à 1877.
le bienheureux Louis Grignon de Montfort. Une fois encore, les archives départementales des Côtes-d'Armor peuvent s'enorgueillir de conserver le seul exemplaire connu de cette image, tout du moins, de l'impression réalisée par Bazouge, car ce bois, signé CP pour Charles Pierret, a lui aussi fait partie de l'achat de 77. Et Pierret en avait réalisé des tirages précédemment, mais ceci était en couleur. En voici un exemple. Donc ça, celui-ci est imprimé à Rennes. Celui en noir a Dinan, mais celui-ci est de Rennes. Les deux images sont toutefois différentes. L'image produite par Pierret à Rennes comporte 9 couplets, ainsi qu'un texte qui figure, alors que c'est un texte qui figure dans celle de Bazouge. De plus, celle de Bazouge comporte beaucoup plus de texte. Les titres sont différents et Bazouge n'utilise plus la traduction bretonne qu'avant employait Pierret. On voit le sous-titre en breton pour Pierret, Bazouge ne l'utilise pas. L'iconographie représente donc Louis-Marie Grignon de Montfort, qui était né en 1673 à Montfort-sur-Meux, en Ille-et-Vilaine, et qui était fondateur de 2 congrégations, la Compagnie de Marie et les Frères de Saint-Gabriel. Ce prêtre s'est beaucoup investi dans la prédication et dans les missions, ceci notamment dans l'ouest de la France, Nantes, Saint-Brieuc, etc., d'où sa présence sur les images populaires bretonnes. Il sera béatifié en 1888, ce qui pourrait être la date d'impression de l'image à Dinan, qui est là. Mais ce qui nous permet surtout de dire que cette impression ne peut pas dater d'avant 88, puisqu'il y est déjà qualifié de bienheureux. D'accord ? Donc il avait déjà été, la béatification avait eu lieu. Alors que le qualificatif est absent de l'image de Pierret, celle de droite, qui est donc d'avant 88. En regardant la gravure de plus près, on constate que le bois a été retravaillé, au moins au niveau de l'auréole. Vous voyez ici l'auréole qui est quand même raccordée à la tête, alors qu'elle ne l'est plus ici. Je n'ai pas constaté d'autres différences, mais je n'exclus pas qu'il y en ait d'autres. À part la mise en couleur, mais bon, là on était en noir et blanc, donc on ne peut pas voir. Par ailleurs, on pourra trouver certaines proximités entre la procession qui figure au bas de l'image Grignon de Montfort et celle représentée sur le calvaire de Sainte-Anne-d'Auray, publié par Pellerin en 1850. Il est relativement évident que l'image publiée par Pellerin en 1850, qui est en haut, qu'elle ait inspiré Pierret, ce qui n'est pas illogique quand on sait que la maison Pierret, à Rennes, assurait le dépôt d'images pour le compte de la fabrique Pellerin d'Épinal. Donc il faisait déposant pour ces images, mais de temps en temps il s'en inspirait quand il fallait. Alors nous en voulons pour preuve de trop grandes similitudes en dehors même de l'aspect général. Vous avez la présence du personnage qui s'appuie sur une canne à droite, qui est quand même assez troublante. 2 personnages plus loin, vous avez un monsieur qui tient son chapeau, dans les 2 cas. Bon, vous avez 3 personnages mouillés, même s'il y a des petites différences. Il y a quand même énormément de similitudes. Et d'ailleurs, puisque nous évoquons ce que nous allons appeler pudiquement les sources d'inspiration de Pierret, nous vous laisserons juger si oui ou non le portrait du père Montfort imprimé par Gangel à Metz, qui est à droite ici, a pu aider le Rennais à réaliser sa propre gravure. En ce qui nous concerne, nous avons bien une petite idée, mais bon, on vous laisse vous prononcer. En marge de toutes ces images populaires en lien avec la religion, toutes les images que nous venons de voir, Bazouge a abordé d'autres sujets d'ordre profane. Le premier d'entre eux, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait sans lien avec le christianisme, est un thème récurrent dans l'imagerie populaire, il s'agit du juif errant. Je pense que vous connaissez tous cette légende, ce mythe, qui veut qu'un cordonnier juif nommé Ahasverus ait été témoin de la passion du Christ et qu'il aurait refusé d'aider Jésus portant sa croix. Il est de ce fait condamné à l'errance éternelle et ne pourra mourir que le jour du jugement dernier. C'est vraiment un thème très classique dans la littérature de colportage et l'imagerie populaire. Bazouge aurait réimprimé, à l'aide du bois acheté à la veuve Pierret, une image intitulée « Histoire intéressante de Pierre le Rouleur, dit le nouveau juif errant, suivi de la chanson du bonhomme misère ». Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vous présenter une vue de ce document, mais par contre, voici un tirage à partir du seul bois, il n'y a que le bois, il n'y a pas le texte qui devait l'entourer, donc le bois qui avait servi à Pierret et à Bazouge. Mais on ne connaît pas d'exemplaire, à ma connaissance, de l'image elle-même, l'image complète. Le choix du sujet du second bois, daté aux alentours de 1850, d'après la notice du musée de Bretagne, où se trouve conservé l'unique exemplaire connu, est assez curieux, et il trouve ses origines dans les convictions politiques de l'imprimeur. Sous le titre « Cour d'assises d'Anvers »,
est en effet présentée une image populaire de moyen format, elle fait 38 par 29, dont le thème nous paraît bien loin des préoccupations des Bretons. Il s'agit du procès de républicains qui, sous le nom de Légion républicaine belge, ont tenté, le 28 mars 1848, de renverser la monarchie belge. Il faut savoir que ces révolutionnaires venaient de Paris, qu'ils auraient été armés par certaines autorités du nord de la France et qu'ils auraient bénéficié du soutien du gouvernement de la très jeune et très récente Seconde République française. Cette image est donc à mettre en parallèle avec l'histoire de Notre-Dame-du-Chêne que nous avions vu précédemment, avec le drapeau Vive la République, le crime des rois, etc. Alors, tant le récit que la complainte qui se trouve au bas de cette feuille sont des hommages à la République et il ne fait aucun doute que ce document a été imprimé dans les mois qui ont suivi l'événement. Le bois gravé, vous l'aurez compris, représente la cour d'assises d'Anvers durant le procès. Évoquons également le document intitulé « Vie et mort glorieuse de Monsieur de Chateaubriand ». Le Malouin célèbre ne pouvait pas laisser indifférent Jean Bazouge, lui-même originaire de Saint-Malo. Un seul exemplaire semble subsister de cette image, de format 38 par 27 cm, et il est conservé au musée d'Aubray, à Nantes. Dans la partie supérieure du document, on découvre un couple, et les sentiments qui les animent, pour ceux à qui ça aura échappé, sont rappelés sur l'arbre. Il est gravé « Amour » sur le tronc, vous voyez, mais également rappelé par la présence du banc, propice aux confidences, et par une statue où l'on croit deviner un couple d'enfants. Alors j'avais pensé un temps que c'était un Cupidon, je m'orienterais peut-être plus vers un couple d'enfants, mais vos idées sont les bienvenues. De part et d'autre de cette image, les vers de Chateaubriand intitulés « Souvenirs ». Le reste de la feuille est consacré au récit de vie de Chateaubriand, et cette biographie fait la part belle aux événements locaux, alors que son rôle dans des affaires plus importantes n'y est parfois que très brièvement relaté. Par exemple, dans ce texte, ses fonctions politiques sont résumées à, je cite, « Louis XVIII, revenu de l'exil, le nomma tour à tour ambassadeur, pair de France, ministre. » Point. Alors que l'on peut lire les passages suivants, je cite toujours, « Il eut pour parrain Jean-Baptiste de Chateaubriand, son frère, et pour marraine, dame Françoise-Marie-Gertrude de Contade, dame et comtesse de Plouer. La maison où est né Chateaubriand est dans la rue des Juifs. Elle est à quelques pas à droite en entrant par la place Saint-Thomas. Elle est connue sous le numéro 15 et porte aujourd'hui le nom d'Hôtel de France. L'enfant fut envoyé en nourrice dans une maison appelée la Porte aux Rochers, rue de l'Abbaye, paroisse de Nazareth, canton de Planquette. Il fit une partie de ses études au collège que l'évêque de Saint-Malo avait fondé à Dinan, etc., etc. Vous l'avez compris, cette image est destinée à un public essentiellement breton, voire domicilié entre Dinan et Saint-Malo. Bien que non datée, nous avons tout lieu de croire que cette impression a été réalisée en 1848 ou 1849. Faisons un bond de 10 années en avant et retrouvons Bazouge en 1858. Cette année-là, la Bretagne a été la destination d'un voyage de Napoléon III et Bazouge ne pouvait pas manquer un tel événement. Il imprime donc un placard intitulé « Voyage de l'empereur et de l'impératrice en Bretagne ». Arrêtons-nous un instant sur cette image. Le bois principal, le seul sur cette image, est signé de Lacoste Aîné. Ce dessinateur et graveur est un artisan parisien qui a réalisé un grand nombre de vignettes sur bois qu'il proposait ensuite aux différents imprimeurs de France. Il n'est donc pas étonnant que l'on retrouve des bois signés de lui dans l'imprimerie Bazouge. D'ailleurs, certains bois illustrant des canards parus entre 1855 et 1860, chez Bazouge, portent également la signature de Lacoste. On y voit notamment un portrait de Louis-Napoléon, mis un peu à toutes les sauces. Vous l'avez dans des inondations, la guerre à l'Autriche, un portrait de Napoléon, la paix est signée. Voilà, on retrouve le même bois réemployé un peu dans tous les cas de figure. Donc, 3 chansons entourent ce bois, et toutes, évidemment, rendent hommage à Napoléon III. L'itinéraire que doit emprunter l'empereur, entre le 3 et le 21 août, figure au bas de la feuille. Précisons que ce document a été imprimé sur des feuilles de différentes couleurs. Les archives départementales, à elles seules, possèdent un exemplaire sur papier jaune et un exemplaire sur papier blanc. Là encore, notre institution semble être la seule à conserver des exemplaires de ce document. Pour rentabiliser, en quelque sorte, la création ou l'achat de son bois représentant l'empereur à cheval, Bazouge va également produire, la même année, le Grand Almanach du Bon Français 1858. Image sur laquelle figure cette même illustration, du recyclage avant l'heure. Nous l'avons vu précédemment, Bazouge a produit tous les ans un petit almanach, et ce grand almanach reprend une partie des informations contenues dans le petit.
On y trouve en effet le calendrier 1858, les distances entre Paris et quelques grandes villes, essentiellement bretonnes, les 7 merveilles du monde, des conseils de santé, mais aussi les dates les plus mémorables des victoires françaises depuis Napoléon Ier, et oui, nous sommes sous le Second Empire, des chansons, et des chansons bien entendu. Bazouge, sans doute pour rendre plus attrayant son placard, va également, pour glorifier l'empereur, ajouter 2 autres bois gravés. Celui de gauche donc, représente Napoléon Bonaparte, Napoléon Ier cette fois-ci, devant les pyramides d'Égypte, et celui de droite figure une bataille navale. Alors, comme cela avait été le cas avec le portrait de Napoléon ou d'autres bois, Bazouge a amorti en quelque sorte l'achat du bois représentant la bataille navale, puisqu'on le retrouve au moins sur 3 de ces plaquettes parues dans ces mêmes années. Donc, certaines qui ont un lien avec justement des histoires maritimes, d'autres sur les prophéties de 56, le lien est plus complexe. Alors, nous ne pouvons dire si oui ou non l'almanach de 1858, avec le bois représentant Napoléon III, était le premier à être produit sous cette forme et à ce format par l'imprimeur de Dinan. Mais ce que nous savons, c'est qu'il renouvellera l'expérience au moins en 1883, en modifiant toutefois ses illustrations. On s'en doute. Les Bonaparte sont quelque peu passés de mode après 1870 et Sedan. Donc voici donc son almanach des cultivateurs pour 1883, dont seul le musée de Bretagne conserve un exemplaire. Ce document reprend 4 bois représentant chacun une saison. Ces bois, gravés au XVIIe siècle, d'après Paul Sébillot, ont précédemment été employés par Charles Pierret fils à Rennes en 1876 sous le titre « Les 4 saisons ». Ici, pour cet almanach, ils sont encadrés de l'énumération des travaux que les laboureurs doivent effectuer mois par mois, puis par 2 chansons, chanson des 4 saisons et la chanson du fermier et de la fermière. Le bas du document est tout simplement le calendrier pour l'année 1883. Rien de bien original en somme. La dernière image que nous allons vous présenter, et qui puisse être qualifiée d'imagerie populaire, diffère un peu des précédentes. Cela tient au fait qu'elle est plus récente et qu'elle est certainement l'une des dernières réalisées par Bazouge. Son format évolue également, puisqu'avec 56 cm par 45, il est un peu supérieur aux précédentes images. Sous le titre de « Recueil de chansons nouvelles, comiques, patriotiques, sentimentales, etc., » elle représente l'empereur et l'impératrice de Russie et contient 16 chansons réparties sur les 2 faces. Elle est recto verso. Toutes les autres étaient sur le seul recto. Nicolas II, ayant régné de 1894, année de son mariage avec Alix de Hesse, dont vous voyez ici le portrait, jusqu'à son assassinat sauvage en 1918, nous avons donc la période durant laquelle ce document a été imprimé. Mais sachant que Bazouge cesse son activité en 1900, cette image a forcément été imprimée entre 1894 et 1900. Nous aurions même tendance à avancer que ce document date de 1896, année où eut lieu le voyage officiel en France du jeune couple impérial, voyage qui eut en France un très grand retentissement. Cette affiche, illustrée par des portraits impériaux, ne comporte que des chansons, contrairement à la totalité de celles que nous avons abordées jusque-là. Elle n'est cependant pas la seule à présenter cette singularité, et il semblerait que quelques années plus tôt, Jean Bazouge ait déjà tenté l'expérience. On trouve ainsi dans les archives d'ici, à Saint-Brieuc, une déclaration et un bulletin de dépôt en date des 3 et 4 octobre 1890 pour un in-folio d'une demi-feuille, donc une affiche de même format quasiment, intitulée « Chancelier nouveau des laboureurs et amis de la patrie et de la gaieté ». Ainsi que vous pourrez le lire, le document précise que l'auteur de l'affiche est Jean Bazouge, qu'elle a été tirée à 2000 exemplaires, et ceci pour le compte de divers colporteurs. Malheureusement, nous n'avons pu trouver aucun exemplaire de ce document et nous ne savons même pas s'il était illustré ou purement typographique. Alors, nous venons de vous présenter 20 grandes images populaires produites par Bazouge, les 20 images que nous avons pu localiser, ou pour 2 d'entre elles, dont nous avons retrouvé la mention. Donc le chansonnier que nous venons d'évoquer et le juif errant, dont nous n'avons pas retrouvé d'image. Lors de la vente de l'imprimerie Bazouge à René Pierre, en 1900, les bois ont évidemment changé de main, changé de propriétaire, comme tout l'ensemble du fonds. Or, René Pierre eut la judicieuse idée, en 1958, de céder ces bois, une 60aine, au musée de Dinan. De ce fait, les matrices, les bois à proprement parler, qui ont été employés pour produire ces illustrations, toutes celles que vous venez de voir, existent toujours, ou tout du moins une partie d'entre eux. Il s'agit des bois suivants. Le Grignon de Montfort, le Saint-Roch, en partie seulement. Le Saint-Roch, il n'en conserve que la moitié.
l'autre moitié est perdue. Notre-Dame de la Mer, la procession de Notre-Dame du Chêne, celui qui est signé de Morin, le Saint-Cornélie, le Juif errant et les 4 saisons qui ont servi pour l'almanach de 1883. Mais figurent également parmi les bois conservés à Dinan et provenant de la primerie Bazouge et par ricochet de celle de Pierret, d'autres bois utilisés par Pierret, mais dont nous n'avons pas trouvé de traces de réemploi à Dinan. Ainsi, le bois représentant le Christ de miséricorde, par exemple. Il est donc légitime, dans ce cas, de se demander pourquoi Bazouge ne les a tout simplement pas tous réimprimés. Alors, au-delà des aspects qui peuvent être liés à la mode, au marché, etc., la réponse nous vient peut-être de l'article que publie Paul Sébillot en 1888, c'est-à-dire durant l'activité de Bazouge. Sébillot a rencontré Bazouge, ils se sont connus, c'est important. Donc, je cite Sébillot en 1888. « Nous devons à l'obligeance de M. Bazouge, imprimeur à Dinan, des épreuves en noir de plusieurs planches de la fabrique Pierret. Il n'y en a plus que 7 ou 8 pouvant supporter le tirage. Voilà donc, a priori, la réponse à cette question. Une usure excessive des bois gravés qui les rend inexploitables. » Certaines institutions conservent des tirages effectués par Bazouge lui-même à destination de collectionneurs comme Sébillot, on vient de le voir, ou encore de Combes. Si l'on en croit Sébillot, 7 à 8 bois seraient donc encore exploitables en 1888. Mais nous ne savons pas si Bazouge les a utilisés en y ajoutant du texte pour réaliser une image populaire destinée à la vente. Par ailleurs, rien ne nous assure, loin s'en faut, que les 20 images produites par Bazouge, que nous venons de décrire, correspondent à sa production exhaustive en la matière. En effet, bien qu'imprimés à des milliers d'exemplaires, leur usage en fait des documents éphémères et seuls peu d'exemplaires sont parvenus jusque nous. À titre d'exemple, vous l'avez entendu, la plupart des impressions que nous venons d'évoquer ne sont connues qu'à 1 ou 2 exemplaires, conservés dans les collections publiques. Et ceci pour des tirages de 4 à 5 000 exemplaires. Il est donc fort vraisemblable que des images demeurent à ce jour inconnues des bibliographes, et il n'est donc pas exclu que dans l'avenir, certaines d'entre elles ressurgissent. Nous conclurons donc avec un appel aux collectionneurs à signaler, à faire connaître, à partager leurs petits trésors. Merci à vous.